bioélectronique de Vincent, donc je pense que tout le monde connaît plus ou moins ici les bases, donc on ne va pas rentrer dans les détails bien entendu, permet d'ouvrir une porte énorme. Et si je suis là ce soir, c'est non pas pour vous parler de la bioélectronique, bien sûr, ça appartient à l'histoire, mais c'est une histoire qui est toujours vivante et qui le sera toujours, je dirais pour l'éternité, tant que l'humanité vivra. Donc il va falloir maintenant comprendre que cette bioélectronique, il va falloir la diffuser, il va falloir la faire connaître. Il est absolument incroyable de voir actuellement que tout le monde scientifique, les biologistes que je connais bien, les médecins, etc., ignorent ou veulent ignorer cette bioélectronique. Bien sûr, si on comprend bien le fond de tout cela, c'est tous ces paramètres électriques, électroniques que nous connaissons tous, que Louis-Claude Vincent avait mis en exergue. Et pour lui, la maladie n'était pas autre chose, ou tout du moins l'apparition d'une maladie n'était pas autre chose que l'effondrement de la résistivité de notre milieu hydrique et la baisse considérable du potentiel électronique par l'élévation du RH2. Bon, ça vous dit peut-être quelque chose ou rien, mais en tout cas, vous, pour ceux qui comprennent la bioélectronique, vous m'avez compris. Il y a donc quelque chose d'énorme dans tout ça. On a mis le doigt sur le fondement même de l'expression, je dirais, physique de la vie dans notre espace-temps. Alors, je parle d'espace-temps parce que nous vivons effectivement dans un espace et un temps. Et là, vous allez voir qu'on va s'ouvrir sur d'autres réalités. Et ces autres réalités arrivent à grand galop actuellement à travers les recherches scientifiques. Personne n'ose trop en parler. Pourquoi ? Parce que, évidemment, ces autres réalités nous font plonger, alors on disait avant, dans la physique quantique. Je vous dis tout de suite que la physique quantique, telle que nos parents la connaissaient au siècle dernier, n'existe plus. Parce qu'actuellement, il faut comprendre que c'est simplement une interprétation d'une autre réalité qu'on n'a jamais pu pouvoir faire corréler avec notre monde physique. Donc, nous restons devant un phénomène énorme qui est en quelque sorte, je dirais, verrouillé par notre mental, par notre façon de percevoir l'univers, qui fait que cette physique quantique n'entre pas dans notre quotidien. Alors que nous sommes nous-mêmes des êtres quantiques. Alors, je ne vais plus employer ce mot, parce que je vois un peu partout, quand on ne comprend plus rien à un phénomène, on dit que c'est quantique. C'est à peu près ça. Par conséquent, il va falloir redéfinir ce que nous sommes par rapport à cette physique quantique. Mais je veux dire que ce n'est pas par rapport, puisque nous sommes immergés nous-mêmes dans cette physique par notre biologie. Et je dirais que la bioélectronique est juste à la porte de cette physique quantique. Et ça, c'est un marchepied extraordinaire vers les magnificences, si je peux dire, de tout ce qui va arriver au niveau des découvertes au XXIe siècle. On ne peut pas encore imaginer actuellement ce qui se passe dans nos laboratoires, qui se passe dans les grands centres de recherche. Actuellement, tout ce que peuvent dire la science actuelle, ou tout du moins ces scientifiques dans des communications officielles, n'a rien à voir avec ce qu'ils pensent au fond d'eux-mêmes. Ils sont encore verrouillés. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui intervient de plus en plus maintenant au niveau de la science, auquel la science ne pourra pas échapper? Eh bien, c'est la conscience. Alors, ce mot est très vague, il est indéfini, il est à toutes les sauces. Qu'est-ce que c'est que cette conscience? Qu'est-ce qui fait que, effectivement, la vie fonctionne avec cela? Que la moindre parcelle, le moindre atome est une représentation de notre conscience. Ce sont des points d'énergie et d'information, ce n'est pas autre chose. Et vous êtes que ça. Alors, bien sûr,
ça fait froid dans le dos de savoir qu'on n'est plus que des points d'énergie et d'information, alors que toute la journée on se bat avec, si je peux dire, la matière. Et que cette matière nous écrase et nous empêche de voir effectivement la clarté des choses derrière. Qu'est-ce qui se passe? En fait, que c'est nous-mêmes, quelque part, qui fonctionnons ailleurs et d'une autre façon. Nous allons revenir sur ce sujet extrêmement important, car la science, jusqu'ici, a oublié un facteur déterminant dans toutes ses recherches, c'est le temps. Nous sommes des êtres temporaux. Nous fonctionnons plus dans le temps que dans l'espace. Alors vous allez voir, ça, c'est quelque chose que vous allez découvrir, et ce soir, en vous couchant, vous y penserez, et vous verrez qu'il se passera pas mal de choses. Alors, rentrons dans cette magie incroyable. Les savants disent, les scientifiques, quand ils parlent, bien sûr, de ces mondes qui sont inaccessibles à la mesure de la science, eh bien, effectivement, ils appellent ça la supraréalité. C'est supral. Alors, c'est encore un mot, n'est-ce pas, qui empêche de dire que, quelque part, c'est la conscience ou c'est un phénomène spirituel. Mais ça, c'est un gros mot scientifique, il est interdit de le dire. Donc, nous ne l'emploierons pas ce soir, puisque nous allons rester dans la science. Mais cette science va rejoindre quelque part cette conscience. Donc, nous sommes sur le bord actuellement, je dirais, dans tous ces laboratoires, et moi j'ai dernièrement eu encore une conversation, pas plus tard que dimanche dernier à Genève, avec des gens extrêmement importants, un grand physicien, et d'autre part un autre chercheur du CERN de Genève. Et là, on a eu des échanges vraiment qui nous encouragent à dire que nous sommes autre chose que ce que nous pensons. Nous sommes bien plus que ce que nous pensons. Et alors justement, c'est là que, à mon avis, ce soir, cette bioélectronique qui est un trésor qui nous a été légué par les gens dont je vous ai parlé, eh bien, il va falloir le faire fructifier. C'est un patrimoine mondial, si je peux dire. Mais pour l'instant, il est hexagonal. Et je dirais peut-être même qu'il est placé dans une région angevine. Donc, il va falloir élargir le cercle. Il va falloir comprendre tout cela. Et vous allez voir qu'on a les moyens de le faire. Sachez que nous avons, si vous voulez, en gros, dans notre catalogue de compréhension, actuellement, on peut dire que l'univers observable n'est strictement décodé que par nos 5 sens. Bien sûr, nous avons derrière notre mental, notre intelligence, mais tout ça est extrêmement lent, extrêmement sclérosé, avance à petits pas, et il est très difficile de pouvoir dépasser sans arrêt sa propre science, sa propre connaissance. Parce que, évidemment, nous allons dans des terrains totalement inconnus, et vous savez très bien que tout ça est plus ou moins rejeté par la science officielle très rapidement. Il faut comprendre que rien ne résulte du progrès humain, et souvent, ce progrès humain n'a pas l'assentiment de la communauté, et bien souvent est rejeté, calomnié, sacrifié, etc. Vous connaissez toutes les histoires de tous ces gens, les grands découvreurs, hein, depuis Gordiano Bruno, notamment Bruno Gordiano, qui avait découvert effectivement que la Terre tournait autour du Soleil, et que ce n'était pas l'inverse, et il a été brûlé en place de grève. Et que d'autre part, on avait osé dire que la Terre était ronde, alors qu'on la croyait plate avant le Moyen-Âge. Il ne faut pas l'oublier, ça. Hein, il y avait ce qu'on appelait le syndrome du bord de carte. Quand les gens partaient en expédition, en bateau, etc., ils avaient l'impression qu'ils arrivaient au bout du monde et qu'ils allaient tomber dans un grand trou. On n'avait pas encore cette notion de l'horizon, et que la Terre, en fait, était une succession d'horizons qui faisaient le tour de la Terre. Donc tout ça, nous en sommes toujours actuellement dans ce débat. Donc il va falloir, si je peux dire une dernière fois, faire un saut quantique. C'est-à-dire qu'il va falloir, en quelque sorte, se refabriquer une connectique neuronale, une nouvelle. Sortir des schémas, non pas que ces schémas sont faux,
Mais si vous voulez, c'est un espèce d'empilement de vérité et de contre-vérité. Donc la science actuelle, tout ce que je peux en tirer, c'est qu'elle est complètement écartelée, dichotomée. C'est une babélisation du savoir. Personne ne se comprend. C'est une cacophonie incroyable. Et je puis vous dire que j'ai fréquenté à peu près toutes les spécialités, que ce soit des chimistes, des physiciens, des médecins, la physique quantique, etc. Eh bien, ou des astrophysiciens, eh bien, il faut savoir que chacun a son langage, chacun a sa spécialité. Eh bien, effectivement, c'est là, ce soir, vous pouvez vous dire vraiment avec beaucoup de bonheur que si vous êtes des buveurs d'eau, vous êtes effectivement omniscients. L'eau réunit toutes les sciences. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'elle n'a jamais été étudiée. C'est pour ça qu'elle est restée dans l'ombre et que personne n'y comprend. Parce qu'à chaque fois qu'on étudie l'eau, on est complètement en désarroi, on est désarmé par rapport effectivement à toutes ces connaissances. Il faut que chacun reste dans sa spécialité. Moi, j'ai assisté à un congrès un jour à Houston, aux USA, parce que, je vous fais une confidence, c'est qu'avant d'être dans l'eau, j'étais dans le pétrole. Alors évidemment, c'était une autre vie, une autre façon de voir les choses, et je me suis évidemment, à l'âge de 56 ans, j'ai donné ma démission, et c'est là où j'ai rencontré l'eau. Donc ça fait à peu près 22 ans et plus que je travaille avec cet élément pour mon plus grand bien personnel, mais aussi pour le plus grand bien des autres, et j'ai essayé de transmettre toute ma connaissance, tout ce que j'avais pu effectivement expérimenter depuis cette vingtaine d'années. Eh bien, sachez que si vous prenez conscience que cette eau, au fond de vous-même, en fait, est une sorte de matrice, est une sorte de, je dirais un peu, votre ange personnel. Elle est l'autoroute de toute l'information de votre corps. Et notamment, bien sûr, la bioélectronique le montre très, très bien. Et c'est ça l'apport incroyable de cette bioélectronique, c'est qu'en définitive, on s'aperçoit. Et là, nous arrivons effectivement à quelque chose de très important. En fait, votre corps ne fonctionne qu'avec deux éléments, qui sont des particules quantiques. C'est l'électron et le photon, point final. Le reste, ce sont des accessoires. Par conséquent, vous voyez ce que vous êtes. Et d'où viennent effectivement ces particules? Ah, là, ça devient intéressant. Moi, j'ai pu visiter le CERN de Genève et j'ai pu discuter avec des gens absolument top niveau là-dedans. Et ils vous disent, mais attendez, vous nous racontez que la matière existe, mais absolument pas. La matière est quelque chose de totalement inexistant. Vous n'êtes qu'une hallucination informationnelle, point final, que votre cerveau décode en 3D, point final. Voilà ce que vous êtes, tout à fait précaire, comme vous le savez d'ailleurs. Donc coincé entre notre naissance et notre mort, coincé entre l'infini et l'éternité, comment fonctionner? Il va bien falloir en sortir quelque part. Et ça, il faut y penser. Il faut se réapproprier, je dirais, notre mort. Voilà, ça a l'air de rien, exorciser. Effectivement, et c'est là où on s'aperçoit, avec un bonheur immense, qu'en définitive, nous fonctionnons dans plusieurs dimensions. Ça, c'est les dernières grandes découvertes. Alors, au CERN de Genève, ils m'ont dit la chose suivante. Vous savez, on parle de la conscience, mais nous, on n'en parle jamais. On sait qu'en arrière-fond, il y a quelque chose qui doit fonctionner avec ça. Mais on ne peut pas faire de déclaration ni de communication scientifique en disant la conscience fait quelque chose. Et pourtant, elle fait quelque chose. Alors, quelle est cette conscience? Comment il la détecte dans ces énormes machines qui sont le CERN de Genève? Je vous rappelle, c'est un espèce d'anneau, on appelle un collisionneur, qui fait 28 km de tour, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qui est à 100 mètres de profondeur entre la frontière française et suisse. Et vous avez là-dedans des gens, à peu près 4000 scientifiques qui travaillent. Tout ça pour vous dire que la matière n'existe pas. Vous vous rendez compte? Alors comment intégrer ça dans notre mental, dans notre logique quotidienne? Donc la bioélectronique donne un sens à la vie.
Elle donne effectivement la possibilité à notre vie de fonctionner avec deux particules dont je vous parle, qui sont l'électron et le photon, et vous allez voir comment. Donc il y a un saut à faire dans notre cerveau, si je peux dire, pour essayer de retrouver quelque chose qui devient pérenne, c'est-à-dire qui passe le temps, qui est intemporel, c'est-à-dire qui va entre l'infini et l'éternité. Donc nous sommes là-dedans, sans nous en rendre compte. Et c'est ce qu'on découvre à travers le temps. Et vous allez voir. Au CERN de Genève, ils m'ont dit, vous voyez, la matière, qu'est-ce que c'est? C'est l'information qu'on a d'elle, c'est pas autre chose. Mais dire qu'elle existe, non. Parce que lorsqu'on se réduit à l'atome même, l'atome, ils m'ont montré effectivement une photo d'un atome d'hydrogène, un proton. C'est 4 milliardièmes de millimètre, enfin c'est un truc aussi ridicule que ça, c'est absolument insaisissable pour nos sens. Et qu'est-ce que vous voyez? Ça n'a rien de solide. Vous voyez une espèce de petit point lumineux qui brille et qui palpite des milliards de fois par seconde. C'est-à-dire que vous disparaissez et vous réapparaissez des milliards de fois par seconde. Puis un jour, vous disparaissez pour de bon. Ça, il faut s'y attendre. Mais ce n'est pas un drame. Vous allez voir pourquoi. Il faut bien comprendre et rentrer dans la magie de tout ça. Et pour moi, l'eau m'y a aidé énormément parce que, à la sortie de mon précédent métier dans le pétrole, j'étais dans un tel état physique que, à mon avis, je n'aurais pas duré 10 ans. Et que, au contact de l'eau, que j'ai compris que je pouvais me régénérer. Et bien sûr, j'ai rencontré tout un tas de gens qui travaillaient dans l'eau, bien entendu, et notamment Jacques Benveniste, avec qui, je ne dis pas j'ai collaboré, mais il m'invitait souvent à ses expériences, et notamment à l'hôpital Cochin, où il a fait des expériences extraordinaires sur la mémoire de l'eau, en retransmettant toute une signalisation moléculaire, en la numérisant sur un disque, et en transportant, je dirais, cette numérisation de cette signalisation moléculaire, qui était une molécule d'ovalbumine. Au préalable, on avait injecté à un cobaye, un cœur de cobaye, cette ovalbumine sous forme moléculaire, mais on avait recueilli d'autre part aussi, à travers un amplificateur et une ampoule d'eau vierge, la signalisation moléculaire, une fréquence. Par conséquent, toutes les molécules, bien sûr, et les atomes entre eux, communiquent par des fréquences. Il faut bien comprendre que, contrairement à ce qu'on enseigne dans nos universités de biologie, où j'ai eu d'ailleurs l'honneur un jour d'être invité par des jeunes biologistes en études à l'université de Marseille de Lumini, où je leur ai expliqué que, contrairement à ce qu'ils apprenaient, que toutes leurs réactions métaboliques qu'ils apprenaient, ils en savaient certainement plus que moi là-dessus d'ailleurs, je leur ai dit, eh bien ce n'était pas du tout des contacts physiques que les molécules devaient avoir pour se rencontrer et en définitive s'associer pour fabriquer des protéines ou des molécules. C'était des contacts fréquentiels. Alors là, il n'y avait plus un mot dans la salle. Et au fond, vous aviez effectivement des professeurs qui étaient là, et je voyais très bien qu'ils étaient très très mal à l'aise. Il faut comprendre par conséquent que, imaginez qu'à l'heure où je vous parle, d'après ce que m'ont raconté Jacques Benveniste, on fabrique à peu près 60 000 milliards de réactions métaboliques par seconde. Comment voulez-vous que vous y retrouvez là-dedans? Comment voulez-vous qu'un médecin s'y retrouve là-dedans? Comment voulez-vous que tous ces lobbies pharmaceutiques qui fabriquent des produits chimiques et des molécules très lourdes sèment plutôt le désordre que l'ordre? Sous des apparences, bien sûr, je dirais, de soins. C'est un énorme mensonge, nous le savons tous. Moi, je puis vous dire que, étant condamné à l'époque, lorsque j'avais 56 ans, j'allais sans doute vers un cancer du côlon. C'était déjà imprimé quelque part. On m'avait dit, mon pauvre vieux, il va falloir vous soigner, peut-être faire une opération d'ici quelques mois. Bon, alors
je vais vous dire tout de suite que quand j'ai pris conscience que l'eau avait des vertus, quand j'ai commencé à comprendre que l'eau, c'était autre chose que ce qu'on nous racontait, parce que moi j'ai fait des enquêtes au départ. Quand j'ai écrit mon premier livre, qui s'appelle L'eau, le miracle oublié, en 1993, eh bien, je puis vous dire une chose, c'est que je suis été faire mon enquête chez toutes sortes de scientifiques, et il n'en est sorti absolument rien à l'époque. Personne ne connaissait l'eau. Oui, l'eau est indispensable, mais c'est tout ce qu'on savait. Alors bien sûr, il a fallu que je prenne, je dirais, le taureau par les cornes et reprendre tout à zéro. Donc essayer de faire une espèce de synthèse de toutes ces connaissances, que ce soit chimique, physique, quantique, etc., médicale. Or, les médecins actuellement, en 7 années d'études de médecine, il n'y a même pas 1 heure de cours sur l'eau. Donc, comme j'ai dit aux biologistes, actuellement, à ces jeunes étudiants, je leur dis, en définitive, qu'est-ce que vous faites? Vous étudiez un cadavre. Mais vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez qu'une image. Mais vous ne connaissez rien au film. Le film, c'est la biologie vivante. C'est celle qui se fait tous les jours, à chaque instant. À chaque instant, votre corps change. Et toutes ces milliards de réactions, bien sûr, s'organisent spontanément suivant une intelligence incroyable. Et c'est là où la bioélectronique, où j'ai compris qu'effectivement, cette bioélectronique, quand on l'avait compris, quand on savait exactement le terrain sur lequel on se trouvait, et comment le corriger, eh bien, à partir de cet instant, quand vous avez ce potentiel électronique extrêmement important, l'électron est à la base de tous les échanges atomiques dans l'univers, il ne faut pas l'oublier. C'est le messager ultime. D'où provient-il? On va en reparler tout à l'heure. Et au CERN de Genève, vous allez voir comment il conçoit un électron. C'est extraordinaire. Eh bien, il faut savoir qu'à partir de là, quand j'ai compris ça, je me suis mis à boire comme un fou de l'eau dynamisée. Bon, alors on ne va pas parler de la dynamisation de l'eau ce soir, il y en a toutes sortes, et il y a des gens ici qui sont très calés et qui viendront peut-être en parler après. Mais j'ai compris tout de suite que cette magie de l'électron était liée au photon. Nous sommes aussi lumière. Et là, c'est là où le miracle s'accomplit, parce qu'un électron est rempli de photons. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, à chaque choc entre des électrons, eh bien, il y a des émissions photoniques. Bon, alors, nos cellules fonctionnent de cette façon-là. Et vous savez que, notamment, ce scientifique allemand qui s'appelle Fritz Albert Popp avait donc mis en valeur, il y a une quinzaine d'années, que nos cellules émettaient des flashs de lumière cohérentes, c'est-à-dire une sorte de laser, sur la gamme d'ondes d'ultraviolet. C'était très faible, bien entendu, mais c'était des émissions photoniques. Donc toutes nos cellules sont reliées entre elles par ces émissions photoniques. Et ces émissions photoniques, qu'est-ce qu'elles utilisent? Pour pouvoir effectivement communiquer avec la cellule voisine, l'eau qui va se structurer, un peu comme une fibre optique, pour faire passer effectivement cette lumière. Toutes nos cellules, en fait, sont co-solidaires, sont interreliées d'une façon spontanée, qu'elles soient du foie, de la rate, du cerveau, etc. Il y a une espèce de co-résonance générale qui fait que tout fonctionne suivant une harmonie originelle qu'on ne fait que déranger, bien entendu, par notre façon de vivre, notre hygiène de vie, et surtout par notre façon de penser. On y reviendra. Alors donc, vous voyez, sur ce plan-là, la bioélectronique m'a beaucoup apporté. Et en buvant cette eau, je me suis régénéré. Et je puis vous dire une chose, c'est que j'ai suivi scrupuleusement, et j'ai écouté Jeanne Rousseau, j'ai lu, et évidemment j'ai connu aussi des gens qui ont travaillé sur la bioélectronique. Bon, j'ai connu Daniel Pinon, qui est décédé aussi, et Dieu sait s'il en connaissait. J'ai connu aussi Bernard Jean, je ne sais pas si vous l'avez connu, mais il est décédé aussi, effectivement, qui avait mis au point d'ailleurs des produits bioélectroniques extraordinaires comme l'algotère, effectivement, qui sont des ferments. Bon, tout ça, incroyablement, il faut constater que ça n'a eu aucun écho dans la médecine, alors que c'est la régénérescence même. Je puis vous dire que ça fait 22 ans
que je bois de l'eau, et d'une certaine eau, et d'une certaine façon, et que je n'ai jamais vu un médecin. Donc, je ne suis pas un phénomène, absolument pas. Je ne suis pas un surhomme, ni un extraterrestre. Ma première femme me disait toujours, je ne sais pas si tu es un extraterrestre ou un mec du KGB. Alors, vous voyez, j'étais un peu mystérieux. Déjà, ça bougeait beaucoup sur ce plan-là. Donc, on peut effectivement travailler notre corps, mais travailler aussi avec notre conscience et notre esprit. L'eau est très sensible à la pensée. Et là, vous verrez que dans la deuxième partie de mon exposé, je vais vous parler de ça, et vous allez voir que vous avez en vous une puissance incroyable pour rétablir tout ce qui marche de travers. Honnête, bon, je n'ai pas fait d'études particulièrement scientifiques, mais j'ai pris l'eau par le grand bout de la lorgnette, et non pas par le petit bout. C'est-à-dire, j'ai compris qu'en buvant un verre d'eau, on buvait l'univers. Bien simple. C'est toute la science, c'est toute la connaissance qui se trouve là-dedans. Et c'est pour ça qu'actuellement, la science est extrêmement mal à l'aise avec cette eau, parce que vous ne pouvez pas l'étudier dans une spécialité. L'eau est omnisciente. Alors ça, il faut se rappeler de ça, et c'est à partir de là qu'on va fonctionner. Et ces gens du CERN de Genève me disaient, oui, la matière n'existe pas, mais il y a pire que ça. Ah bon? J'ai dit quoi? Bon, ça remonte déjà il y a 2 ans, ou 3 ans, je ne sais plus, où j'avais visité le centre, et actuellement, il terminait ce fameux, ce qu'on appelle collisionneur d'atomes, qui était gigantesque. C'est la plus grande machine qui a été construite par l'homme depuis que l'homme existe. Enfin, du moins dans notre connaissance. Donc, et tout ça pour étudier quelque chose qui n'existe pas. Ça paraît complètement paradoxal. Et pourtant, c'est ça. Ils m'ont dit, écoute, on a encore quelque chose de plus important à te dire. Je m'en suis aperçu tout de suite. Actuellement, vous savez qu'on a recherché la dernière particule qui permettrait de démontrer la cohérence de la matière. Cette particule, on l'a appelée le boson Higgs, du nom du type qui l'a effectivement, je dirais, mathématisé il y a déjà plusieurs années. Donc, tout le système, je dirais, du CERN de Genève s'est précipité là-dessus pour savoir s'il existait. Et alors, il y a eu une annonce fracassante au mois de juillet dernier où ils disent, ça y est, on l'a trouvé. En fait, ils ne l'ont pas trouvé. Ils supposent localement qu'il se trouve dans un certain endroit, mais qui ne s'est pas encore manifesté. Non, c'est déjà pas mal. Mais ce qu'ils disent, vous savez, c'est tout de même très curieux ce qu'on fait. On fait des calculs pendant des années, parce qu'on a une hypothèse qui est qu'il y a une particule qui doit exister, que cette particule-là, effectivement, ça nous arrangerait qu'elle apparaisse dans notre système d'espace-temps, ou tout du moins qu'on puisse la piéger, et qui permettrait d'expliquer un peu ce que c'est que la matière. Alors, je ne vous parle pas de l'énumération de toutes les sous-particules qu'ils ont trouvées, mais ils m'ont dit c'est tout de même curieux, parce qu'en définitive, on les trouve. Mais ils se demandent maintenant, et c'est ça la chose la plus extraordinaire, et vraiment c'est une question qui se pose, si ce n'est pas leur propre imagination qui fait apparaître la particule. Alors ça, vous ne verrez jamais ça dans aucune communication scientifique, hein, soyez certains. Alors vous voyez vos électrons et vos photons, voilà ce que c'est. Ce sont des entités que vous pouvez manier par votre pensée. Ah, et ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pour ça que la bioélectronique, je lui apporte un hommage infini. Elle a permis de mettre le doigt sur quelque chose, bon, qui maintenant doit progresser vers une chose absolument énorme et superbe, c'est-à-dire de retrouver notre pouvoir personnel, notre pouvoir sur nous-mêmes, chose qu'on ne nous a jamais enseignée. Dans toutes les religions, les idéologies, etc., nous sommes toujours des victimes dans une vallée de larmes, en train d'implorer Dieu pour qu'il nous aide. Mais en fait, nous sommes quelque part une parcelle de cette création consciente. Alors comment se fait-il que nous sommes encore réduits, là, à patauger dans cette misère du monde, hein, et à subir toutes les fatalités?
Et là, je vais vous expliquer pourquoi on les subit, ces fatalités. Et vous allez voir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savent maintenant qu'un électron, ben, je vais vous dire, personne n'en a jamais vu. C'est tout de même incroyable. On voit que ces traces. Bon, tout ça, ce sont des phénomènes quantiques parce que ce sont des superpositions d'états. C'est-à-dire que cet électron se trouve dans tous les états possibles et imaginables avant qu'on pense à lui. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Comment ils ont fait cette expérience? Très simple. Un électron, en définitive, on arrive à voir plus ou moins sa trace ou sa position, mais on ne connaît jamais sa trace si on connaît sa position, et inversement. Donc, ils ont pu effectivement photographier la trace de cet électron. Donc, l'observateur est là. Donc, on vit dans deux univers différents à la fois. Ça, c'est une découverte qui a l'air de rien, mais maintenant, nous allons entrer, si vous voulez, un peu dans des explications qui commencent à surgir tout d'un coup, mais qui sont déjà plus ou moins potentielles depuis longtemps, et beaucoup de gens y ont pensé, mais on va s'apercevoir qu'on fait redécouvrir actuellement au niveau scientifique ce que les anciens et la tradition connaissaient. Alors je vais vous expliquer maintenant la chose la plus phénoménale, si je peux dire, qui m'a effectivement propulsé sur mon parcours dans une connaissance non seulement de moi-même, mais du monde, qui me permet effectivement de pouvoir gérer, en quelque sorte, je dirais, notre destin et notre fatalité. Donc, comment substituer la providence à la fatalité, ou inversement? Eh bien, ça ne dépend que de vous. Donc ça, on ne vous l'a jamais appris. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on découvre actuellement que nous sommes des êtres qui fonctionnons dans plusieurs temps à la fois. Alors, Einstein avait déjà trouvé tout cela. Mais il n'avait pas plus le temps de le, comment dirais-je, de le manifester, de l'écrire et de le communiquer. À savoir que, effectivement, à partir du moment où vous avancez à une certaine vitesse, vous modifiez votre temps. Eh bien, il faut savoir qu'actuellement, on a la possibilité, alors je vous mets ça d'une façon très brutale, parce que j'ai peu de temps pour vous le raconter, et ça demanderait peut-être une journée, ça m'est déjà arrivé. Eh bien, il faut savoir qu'on a la possibilité de connaître et d'explorer notre futur avant de le vivre. Vous vous rendez compte? Eh bien, il faut savoir que, actuellement, comprenez que le futur est très intéressant à aller explorer parce que c'est le temps qui vous reste à vivre. C'est ça. C'est plus le passé. Et c'est ça qui est important de savoir que, en fait, il faut s'intéresser à notre avenir et notre futur. Eh bien, le temps, justement, est quelque chose d'incroyable puisque toute particule étant se dédoublant de ce fait-là, eh bien, nous sommes dédoublés nous-mêmes dans un autre temps. Et ça, ce sont les scientifiques qui le disent. C'est pas moi. Mais c'était connu dans la tradition, ça. On savait qu'on avait un double, en quelque sorte. On savait que ça fonctionnait d'une autre façon. Qu'est-ce que vous faites toute la journée? Vous ne faites, écoutez bien ça, que actualiser des potentiels futurs que vous avez créés par le passé. Comprenez le mécanisme. Qu'est-ce que vous faites toute la journée? Vous pensez. Eh bien, sachez qu'une pensée va être la cause d'un effet dans le futur. Et que cet effet dans le futur devient lui-même une cause pour provoquer un effet ensuite dans votre présent. Ça s'appelle la rétrocausalité. Vous faites un aller-retour. Vous pensez, c'est ça. Sans arrêt, vous pensez toute la journée. Vous fabriquez instantanément un futur potentiel. Ce n'est pas l'acte qui compte. L'acte est le résultat d'une pensée.
c'est la pensée. La pensée est avant tout omniprésente. À chaque instant, il faut être vigilant dans sa pensée. Ça, c'est une chose importante, extraordinaire. À chaque instant que vous vous laviez les dents, que vous faisiez votre vaisselle, passez l'aspirateur, soyez vigilant avec votre pensée. Je dirais que cette pensée doit être la plus belle possible. Et en fait, les anciens connaissaient parfaitement ce mécanisme. Et ils disaient, ne pensez à faire à l'autre ce que vous voudriez qu'il pense à vous faire. Eh bien, essayez de fonctionner comme ça, simplement 1 heure par jour, ça sera très beau. Vous croisez votre voisin, il a une sale tronche, vous écoutez la radio, c'est épouvantable, ils sont tous des cons, etc. Ça commence comme ça. Donc vous comprenez que quand vous maîtrisez cela, vous allez fabriquer des potentiels futurs qui changent complètement. Et que tôt ou tard, vous aurez à vivre. C'est ça qu'il faut comprendre. Et les anciens connaissaient ça, et on voit ça très bien d'ailleurs, même dans tous les avatars. Quand je dis les avatars, c'est Jésus, c'est Bouddha, etc. Tous ces grands personnages qui sont venus, mais qui n'étaient que des êtres, des entités, je dirais presque, lumineux. Eh bien, Jésus disait dans les évangiles de Thomas, qui sont des évangiles cryptés, comme vous le savez, qui ne sont pas officiels, mais Jésus disait, à l'origine, vous étiez un. Vous avez fait le deux. Qu'allez-vous faire pour entrer dans le royaume de mon Père? Voilà. Nous sommes déjà dédoublés. Le temps est dédoublé. Tout se dédouble. Que ce soit votre ADN, que ce soit les spirales galactiques, que ce soit, je dirais, un tourbillon d'eau provoque un dédoublement du temps. Donc le temps est quelque chose de manifeste. Comprenez une chose, c'est qu'on vient, il y a un certain temps qu'on a testé tout ça. L'histoire d'aller chercher dans son futur et d'essayer d'y voir clair avant de le vivre. Bon, un exemple qui va être beaucoup plus matériel, si vous voulez. Et ça a été pourtant testé mathématiquement, mais surtout physiquement, lors des voyages Apollo dans la Lune. On a remarqué une chose, c'est que lorsqu'il a fallu envoyer la capsule vers la Lune, à une vitesse qui était la vitesse de libération de la pesanteur, donc qui correspond à peu près à 11 km/s, c'est-à-dire 40 000 km/h. Bon, ça vous paraît fantastique, mais 11 km/s par rapport à la vitesse de la lumière, c'est ridicule. 300 000 km/s, la vitesse de la lumière dans notre monde physique. Bon, ce n'est pas une vitesse d'ailleurs, enfin, on n'aurait pas le temps de vous raconter ça. Eh bien, il faut savoir que ces astronautes qui partaient dans leur capsule, il y avait un décalage de temps qui a été mesuré par des horloges atomiques. C'est-à-dire que à la vitesse qu'ils allaient, il y avait quelques milliardaires de secondes qui allaient dans un autre temps, c'est-à-dire dans un futur. C'est-à-dire que les astronautes allaient dans un futur, bon, qui était ridicule au niveau du temps, mais que les hommes de la planète ne connaissaient pas encore. Toute cette petite chose-là a bouleversé complètement, je peux dire, la notion du temps. Exemple, et ça, les calculs mathématiques le prouvent, donc là, je viens de vous simplement vous exposer un phénomène physique qui a été constaté. On l'a constaté par d'autres façons aussi. Bon, je n'ai pas le temps de vous raconter toutes les expériences qui ont été faites à ce sujet-là. Eh bien, supposez que vous avez un jumeau, que ce jumeau monte dans une fusée, et que cette fusée soit propulsée à une vitesse qui est proche de la lumière. Bon, disons 299 420 par exemple. Eh bien, que ce jumeau, si vous voulez, soit pendant, je dirais, 20 ans dans cette fusée, à cette vitesse. Eh bien, quand il revient sur la Terre, les calculs ont été faits, il s'est écoulé plus de 2000 ans. Le gars, il ne comprend plus rien. Il est un peu comme le film des Visiteurs, le conte de Montmirail. Bien, mais comprenez que
supposer qu'il ait la capacité de revenir dans son temps, et qu'il ait le temps justement de sortir de sa fusée, il verrait le futur de la Terre. Et il pourrait ramener effectivement au niveau de son jumeau, qui est resté sur Terre, 20 ans après, les futurs, et il te dirait, fais gaffe, dans 20 ans, ça va mal aller. Change complètement ta façon de penser, etc., etc. Donc tout ça, ce sont bien sûr des espèces de spéculations de l'esprit, mais en fait qui ont été tout de même confirmées par des expériences physiques. Ça veut dire que quelque part, comment fonctionner avec ça dans notre temps de tous les jours? Alors ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et là, effectivement, le temps, on s'aperçoit que, en fait, c'est une espèce d'explosion. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas le Big Bang qui est intéressant, c'est-à-dire que cette explosion de l'espace, en fait, on pense que ça n'a jamais existé. Il y a toutes sortes de controverses qui arrivent maintenant pour remettre ça en cause. Mais le temps, par contre, il est parti d'un point zéro et il est parti vers les futurs. Qu'est-ce qu'on fait toute la journée, nous? Eh bien, on remplit les futurs de potentiel de nos pensées qu'on va vivre par la suite. Et c'est ça le destin. Mais comme on ne connaît pas le système, comme on ne sait pas comment ça fonctionne, eh bien, évidemment, notre destin est totalement aléatoire. Il y a des coups ça va, des coups ça ne va pas, on ne comprend pas. Et tout ça se juxtapose, s'emboîte, avec, bien sûr, en corrélation avec les gens qui vous entourent, avec la famille. Il y a des espèces de, comme on parle de karma familiaux, etc., de pays, etc. Tout ça, c'est extrêmement complexe, mais tout ça, vous avez la possibilité de gérer tout ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans cette explication ce soir, je n'ai pas le temps, mais je reviendrai peut-être un jour vous exposer comment fonctionne effectivement, comment vous pouvez récupérer ces potentiels futurs qui sont extrêmement intéressants, puisque, en définitive, le temps, n'est-ce pas, vous ne faites que avaler du futur et rejeter du passé. Le temps présent est un non-temps, quelque part. Vous êtes multidimensionnel, vous vivez dans les 3 temps en même temps, passé, présent et futur, mais qui s'écoulent à des vitesses différentes. Exemple, regardez voir. Et ça, vous y penserez ce soir en vous couchant. Regardez, vous vous couchez tous les soirs. Bon, vous vous endormez, comme ça. Vous avez vu un film d'horreur à la télé, vous partez avec ça. Vous vous rendez compte? Je ne dis pas que tout le monde le fait, mais ça arrive pour beaucoup de gens, j'en entends parler. Vous avez une dispute avec quelqu'un dans la journée, ça vous tourne dans la tête, etc. C'est épouvantable. Vous avez créé un potentiel quelque part. Et si vous ne l'effacez pas, c'est-à-dire que si vous n'allez pas, effectivement, penser à faire à l'autre ce que vous ne voudrez pas qu'il pense à vous faire, et bien à ce moment-là, rien ne se règle. Donc, il y a des valeurs de la création qui fonctionnent. Et quand on se cale sur ces valeurs, qui sont la beauté, l'harmonie, l'amour, etc., vous apercevez tout de même que vous dénouez progressivement toutes ces fatalités que vous avez amassées dans des futurs, dont vous ignorez pourquoi. Parce que entre l'effet, enfin entre la cause au départ et l'effet à l'arrivée, eh bien, cette relation causale peut être extrêmement longue. Mais vous allez voir qu'actuellement, il va falloir faire le ménage très rapidement parce que les modifications du temps sont considérables, et ça, je vais vous expliquer tout de suite après. Mais tout de suite, simplement, si vous voulez, pour vous montrer que l'eau m'a ouvert sur des univers absolument sensationnels, et que ces univers, en fait, c'est votre propre éternité et votre propre, je dirais, créativité. Elle est dans tous les temps. Vous fonctionnez dans tous ces temps-là. Par conséquent, on retrouve ça. J'ai fait des voyages d'exploration en Égypte plusieurs fois avec notamment un physicien que je connais très bien qui s'appelle Garnier-Mallet et qui est le spécialiste des ouvertures temporelles et qui a actuellement un grand succès, bien sûr, parce qu'on commence à comprendre que ce qu'il raconte est quelque chose qui n'a jamais été intégré dans notre science et que les anciens connaissaient. Et que ce dédoublement, si vous voulez, il était connu à l'époque,
Et tous les gens s'endormaient le soir en ayant conscience que dans le sommeil, ils allaient plonger dans un autre univers. Sachez que votre sommeil, c'est une petite mort, on l'appelait ça comme ça avant. Hein. Et vous avez un sommeil extrêmement profond, qui est le seul sommeil réparateur et régénérateur, qui est le fameux sommeil paradoxal, qui dure tous les 90 minutes à peu près, etc. Et vous remontez un petit peu, vous vous réveillez, vous plongez, etc. Vous faites ça 2-3 fois dans la nuit. Or, si vous arrivez à compresser ce sommeil, si vous voulez, et c'est le sommeil utile et régénérateur. Vous savez que ce sommeil paradoxal, si on le supprime, on l'a fait d'abord sur des cobayes, des bêtes, etc., chez les souris, les chats, eh bien, ils meurent en 8 jours. Les nazis l'ont fait sur des déportés au camp du Struthof, qui se trouvait en Alsace, par le fameux docteur Mengele, un horreur. Bon, il a dit, il est mort maintenant depuis longtemps. Eh bien, ce docteur-là, effectivement, empêchait les gens d'avoir ce sommeil paradoxal. Il les réveillait à chaque fois. Par contre, il leur laissait dormir le petit sommeil, vous savez, le petit sommeil agréable du matin. Vous montez, vous descendez, vous faites des rêves, vous êtes sous la couette, c'est le meilleur, ça. Mais en fait, ce n'est pas le plus utile, il ne sert à rien. Si vous concentrez effectivement ce sommeil-là, c'est à peu près 4-5 heures par nuit, pas plus. Et vous avez des gens qui apprennent ça. Hein. Beaucoup de gens maintenant, je connais un type à Paris qui enseigne ça, qui fait qu'il y a même des hommes politiques, des gens, des grands hommes d'affaires qui n'ont pas le temps de dormir et ils concentrent ce sommeil, ils dorment 4 à 5 heures par nuit, ils sont en pleine forme. Eh bien, il faut savoir que dans ce sommeil qu'on appelle paradoxal, c'est un sommeil extraordinaire. C'est là où se passe la majorité des rêves dont vous ne vous rappelez pas. Jamais vous aurez conscience de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est ? Le sommeil, en fait, c'est ça. C'est une accélération brutale du temps qui fait que vous disparaissez dans une autre dimension qui sont vos futurs. On commence à comprendre ça maintenant. Et ça, c'est extrêmement important parce que si vous êtes conscient avant de dormir, que vous allez voyager, explorer quelque chose, et cette exploration, si vous voulez, est une régénération parce que vous allez aller chercher des informations dans votre futur pour bien vivre le jour. Et si vous en avez conscience le soir, c'est-à-dire vous faites votre examen de conscience, c'est pas grand-chose à faire. Vous pensez tout ce que vous avez fait dans la journée de bien et de moche. Et Dieu sait s'il y en a. Et Dieu sait si on en a. Bon. Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que vous êtes dédoublé. Vous avez un autre vous-même qui fonctionne dans un autre temps. Et ça, maintenant, c'est démontré au niveau scientifique. Et j'en parlais l'autre jour avec un scientifique qui s'appelle Serge Guillaumin, qui est à l'université de Marseille, et qui travaille justement, précisément, sur les relations causales du temps. Eh bien, nous avons tous, chacun, une ligne temporelle où nous fonctionnons. Et cette ligne temporelle, c'est notre ligne qui déborde largement notre vie physique. Et c'est ça qui est important, de savoir qu'en définitive, nous sommes tout un système d'information et d'énergie. Hein. Benveniste me le rappelait, me rappelle peu avant sa mort d'ailleurs, il nous disait, tu sais, moi je me rends compte depuis le temps que je travaille sur l'homéopathie, que je travaille sur la mémoire de l'eau, je m'aperçois que ce qui est intéressant, c'est pas tellement la structure, c'est pas tellement l'atome, c'est son information. Si vous avez son information, vous n'avez plus besoin de l'atome. C'est pareil pour vous. Vous êtes aussi un sac de particules. Vous fonctionnez, votre information se trouve ailleurs. Et elle est captée la plupart du temps par votre système cérébral, qui est un système ultra sophistiqué. Et toute cette information, bien sûr, est reliée au code génétique et au code de votre ADN. Donc sans arrêt, vous êtes en évolution. Sans arrêt, vous fonctionnez. Et actuellement, et alors c'est là où je rentre dans les dernières constatations qui sont faites, puisque j'ai eu des conversations avec des astrophysiciens qui ne comprennent rien à ce qui se passe actuellement au niveau de notre système solaire. Il y a comment dirais-je, des manifestations incroyables d'éruptions solaires, notamment des flux magnétiques très forts, si vous voulez, qui risquent de mettre en danger le bouclier de la magnétosphère de notre planète. Et en plus, vous avez
notre système solaire qui se réaligne actuellement, et ça c'est la fin d'un cycle, dans l'écliptique, alors ça c'est en quelque sorte l'équateur si je peux dire, de notre galaxie. Comprenez, on fait partie d'une galaxie. Notre système solaire, c'est un petit soleil banal de banlieue, c'est pas grand-chose. Hein, il est sur une spirale de cette galaxie, grand système qui tourne. Tout tourne de façon, je dirais, vortexielle. On en reparlera peut-être à la fin pour l'eau. C'est comme ça qu'on arrive à faire de l'eau dynamisée. Mais sachez que ces galaxies, effectivement, fonctionnent avec le dédoublement du temps. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont une influence sur le temps. Et on s'aperçoit que cette galaxie, effectivement, à partir du moment... Vous voyez, la galaxie, c'est un immense assemblage d'astres et d'étoiles. Il y en a à peu près 100 milliards. Hein. C'est pas mal. Mais c'est une galaxie parmi de milliards d'autres dans l'univers. Vous vous rendez compte ce qu'on est? Pas grand-chose au niveau physique, vous voyez. Et pourtant, quelque part, ce n'est pas l'espace qui est important, parce que vous pouvez très bien avoir aussi des galaxies à l'intérieur de vous-même, qui, vu sur un autre aspect, est aussi immense et aussi grand que ce que vous voyez, vous, à travers l'espace. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, au moins les peu de paroles que j'ai pu dire jusqu'ici, c'est que nous allons être très secoués, et nous sommes très secoués actuellement. Et par conséquent, il faut être de plus en plus vigilant sur nous-mêmes, recouvrir notre pouvoir, c'est recouvrer effectivement, je dirais, un peu la totalité de nous-mêmes. Il faut surfer sans arrêt sur la crête des connaissances. Le savoir, c'est une chose, le savoir appartient au passé, la connaissance, ça va vers le futur. Il faut aller vers vos futurs. Et c'est là où je dis toujours que notre corps fonctionne de cette façon-là. Comprenez que nos cellules émettent des photons. Hein, vous savez que les cellules, se divisent. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit au cours du repas qu'en fait, ça se divisait peut-être pas. C'est peut-être vrai, mais en tout cas, on constate que nos cellules se divisent à peu près une 50aine de fois au cours de leur vie. On appelle ça la limite de Hayflick. Et effectivement, ces cellules se divisant, eh bien, font des cellules filles. Hein, à partir de la cellule mère. Par conséquent, vous voyez, il y a une floraison effectivement de cellules qui multiplient, bien sûr, et se substituent à des cellules qui meurent. Parce qu'au bout d'une 50aine de divisions, la cellule meurt. Et qu'est-ce qui se passe quand elle meurt? Eh bien, on dit qu'elle meurt par apoptose et elle émet un flash de lumière. C'est-à-dire qu'elle largue complètement son information. La lumière, c'est de l'information. Et c'est là qu'il est extraordinaire de savoir que le moment qui vous arrivera, tôt ou tard, de votre mort, qu'est-ce qui se passe? C'est vos 60 000 milliards de cellules en moyenne qui relarguent en même temps toute leur information par un flash de lumière. Ensemble et d'une façon harmonieuse, ou plus ou moins harmonieuse, ça dépend. Parce qu'on s'aperçoit que tout le monde n'a pas la lumière qu'il faut dans son ADN et dans ses cellules. On a fait des expériences dernièrement, notamment ce sont les Russes, qui ont démontré que des gens en colère, eh bien leurs cellules n'émettent plus de lumière. C'est incroyable ça. Vous voyez, comme quoi il y a des règles, des lois dans la création, et qui sont, je dirais, implacables, mais en fait, elle est faite pour qu'on puisse bien vivre. Et si on ne les respecte pas, on vit mal. Et bien c'est ce qui se passe actuellement. Oui. On a tout travers. Hein. Donc le problème, il est là. Il faut donc constater, et les anciens connaissaient, et savaient. Moi j'ai vu ça dans les livres des morts des Égyptiens. Hein. On disait effectivement dans ces livres des morts, et en fait ce n'est pas le livre des morts des Égyptiens. C'est ça qu'il faut comprendre, ça a été mal traduit. C'est le livre d'après la mort, qui n'a rien à voir. Donc vous voyez, les Égyptiens savaient que l'homme partait dans son habit de lumière. Et même dans les religions, la religion chrétienne et catholique, on parle du corps glorieux, etc., etc. Donc il y a toujours cette réminiscence qui fait qu'avant tout, nous sommes des systèmes non seulement d'information et d'énergie, mais aussi des systèmes dont tout est calé sur des bases, si vous voulez, qui sont la beauté, l'harmonie et l'amour.
rien à faire quand vous connaissez les travaux de Masaru Emoto, qui démontrent parfaitement bien le pouvoir de la pensée, et comment effectivement cette eau gelée structure des cristaux qui sont harmonieux ou pas harmonieux, suivant la qualité de la pensée, suivant la qualité de la vibration, de la musique, etc. Vous connaissez tous, sans doute, ce personnage que j'ai rencontré, que j'avais même invité à Lyon, il y a 4 ans de ça, faire une conférence qui a été superbe, il y avait 1200 personnes. Bon, on peut contester ces travaux au niveau purement scientifique, je suis d'accord, mais en fait, il y a une tendance à montrer qu'effectivement, plus nous sommes dans ce beau, plus nous sommes dans cette harmonie, plus nous sommes dans ces relations avec ces fréquences, plus nous cherchons à être dans cette espèce que les Grecs appelaient l'amoros, c'est-à-dire l'amoros, c'est un mot qui veut dire tout simplement à dépourvu de, moros, de mort, dépourvu de mort spirituelle. C'est ça le véritable amour en fait, vous voyez. Donc quelque chose, vous tenez en main votre éternité. Bon, qu'est-ce que c'est que l'éternité du temps? Il faudrait y aller pour voir, mais ça va vous arriver tôt ou tard. Donc le problème, c'est que nous ne sommes pas simplement des êtres physiques, et que nous sommes avant tout des êtres spirituels qui faisons une expérience physique. Bon, ça a été dit plusieurs fois, ce genre de choses. Eh bien, le mot spirituel, je l'utilise très peu, comme vous voyez, parce que ça fait peur à beaucoup de scientifiques, et ils ont tout de suite de l'urticaire quand on parle de ça. Mais si vous leur dites que c'est un phénomène quantique, ils sont très contents. Alors vous voyez, là, tout dans ce langage, il faut savoir, effectivement, je dirais, correspondre. Et comme dans l'univers, et la physique quantique l'a démontré, que tout est interrelié d'une façon intime et immédiate, c'est-à-dire n'importe quelle particule fonctionne avec les autres, toutes réunies, nous le savons, quelle que soit sa place dans l'univers. Donc, nous savons que quelque part, nous sommes aussi le tout. Le tout est en nous, hein, et l'inverse est exactement pareil. Par conséquent, nous avons cette possibilité de comprendre que dans notre vie, plus nous allons nous étalonner sur ces valeurs, plus vous allez dénouer, et ça se voit, dénouer tous vos problèmes progressivement. Et là, le sommeil est extrêmement important, parce que lorsque vous partez dans ce sommeil profond, qui est le sommeil paradoxal, pourquoi on dit paradoxal? Tout simplement parce qu'à partir du moment où vous dormez de cette façon-là, vous êtes dans une espèce d'atonie posturale. C'est-à-dire que votre corps ne bouge absolument plus. Effectivement, énergétiquement, il n'y a plus rien. Tout a disparu. Il n'y a plus. Seule chose qui fonctionne à fond, et vraiment d'une façon même plus importante que si on est en état d'éveil, c'est le cerveau. Donc on a fait des milliers de capteurs, etc. Le cerveau donc s'envole complètement. Donc ce qui prouve qu'il y a une activité ailleurs, où il reçoit des informations d'ailleurs. Et en plus, il y a les yeux qui bougent. Les Américains appellent ça le REM, c'est-à-dire le Rapid Eye Movement. Et effectivement, les yeux regardent comme s'il y avait un spectacle extraordinaire. Et sans doute, il y a un spectacle extraordinaire. Mais rappelez-vous que vous ne rappellerez jamais des rêves de cette qualité de sommeil. Les seuls rêves dont vous vous rappelez, ce sont les rêves, si je peux dire, du matin, qui sont tout à fait fantaisistes, où c'est un mélange de vos problèmes personnels, de l'inconscient collectif humain, etc., des archétypes de toutes sortes. Donc tout ça, ce sont des mélanges fantasmagoriques. Mais sachez une chose, pour vous montrer que vous ne vivez plus dans le même temps quand vous dormez, c'est parce que un rêve qui vous paraît interminable même, une histoire invraisemblable, et vous pensez que effectivement vous vivez quelque chose dans lequel vous êtes enfermé, vous voyagez, et sachez qu'à chaque fois que vous pensez quelque chose dans un rêve, tout se modifie instantanément. Ça veut dire par là que vous avez une espèce de pouvoir créateur de fabriquer votre paysage, vos émotions, etc., qui vont amener des événements immédiatement. Il n'y a plus de relation causale. Pourquoi? Parce que le temps est accéléré. Dans notre temps ralenti sur la Terre, il y a la réaction causale, c'est-à-dire entre la cause et l'effet, il y a toujours un temps extrêmement important. Là, il n'y en a pas. La preuve, c'est que lorsque vous faites des rêves, on a fait des expériences, et bien lorsqu'on ouvre la porte d'une façon brutale,
le bruit de la porte réveille la personne, et pendant cette fraction de seconde, eh bien, il a fait tout ce rêve interminable. Ce qui prouve qu'effectivement, le temps est très différent. Quand vous allez vers le futur, vous allez vers un temps accéléré, dilaté, et lorsque vous remontez vers le passé, votre temps ralentit. Donc, l'explosion, si vous voulez, du temps, c'est un temps qui s'accélère vers le futur. Et qu'est-ce que vous faites toute la journée, en définitive? Par vos pensées, vous avez fabriqué l'univers. Vous êtes des créateurs, n'oubliez pas. Vous avez absolument la capacité d'être, si je peux dire, avoir un pouvoir sur votre destin. Et là, quand vous vous enfoncez dans ce sommeil et que vous remettez tout à l'univers le soir en disant « moi, je ne peux pas régler le problème, je ne sais pas, j'en sais rien, j'en sors plus, j'ai plus d'argent, ma femme fout le camp, mes enfants me font la gueule, etc. Allez, hop, je ne peux rien faire. » Eh bien, sachez que vous allez explorer effectivement des futurs où ces choses-là se sont produites à l'origine, bien entendu. Et si vous y pensez un seul instant, et c'est là on retrouve une notion, et je n'aurai pas le temps de beaucoup l'exposer ce soir, qui donne une idée absolument incroyable. Les Grecs connaissaient parfaitement cela. Et vous allez voir, ils appelaient leur double, en grec, ça s'appelait anagouelos. Bon, ça ne vous dit rien, mais je vais vous traduire. Anna, ça veut dire le plus haut, la voûte céleste, le parfait. Anna, Gouelos. G, c'est le temps. Hélos, et les Elohim, dans la Bible, Hélos, c'est les messagers du temps, de Anna. Donc, notre double, c'est le messager du temps de Anna. Et alors, c'est là où il y a eu une grande erreur, c'est qu'on a contracté le mot après, ça s'appelait la Gouelos. Et ça a été traduit en latin après, par Angelos, ce qui n'a rien à voir. Donc, nous avons quelqu'un, un autre nous-mêmes qui fonctionne, et ça la physique quantique le démontre, et qui est à notre service. C'est encore une personne qui est proche des lumières de la création. Et ça, il faut le comprendre, parce que, effectivement, c'est une sorte de nous-mêmes qui fonctionne dans tous les temps. Donc, vous savez, toutes ces histoires que nous entendons concernant les EMI, vous savez, les expériences de mort imminente, etc., il y a énormément de gens qui ont fait ces expériences-là. Moi, j'en ai fait une à l'âge de 25 ans. Et c'est absolument fabuleux quand on y pense. Ça m'a marqué toute ma vie. Savoir qu'on flotte, etc., que vous êtes dans une espèce de lumière incroyable, en définitive, que ce n'est pas votre temps, et qu'on vous ramène dans votre corps en disant « Attends un peu, tu as peut-être quelque chose à faire. » Ben, je m'en aperçois, oui, je suis là ce soir, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, en fait, c'est un mot de vous-même que vous voyez au bout de ce tunnel. Bien souvent, c'est un tunnel avec une lumière au bout, etc. Combien de gens s'en vont à une vitesse foudroyante là-dedans? Ils s'en vont vers un futur pour retrouver effectivement ce double qui se trouve là et qui est dans son temps. Et oui, dans son temps, dans ce passé aussi. Plus vous montez dans le passé, plus vous allez vers la source de la lumière. Qu'est-ce que vous faites toute la journée? Qu'est-ce qui est la manifestation de l'homme dans cette création? C'est d'aller explorer les ténèbres, si je peux dire, et les remplir de lumière, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on fait actuellement? On ne fait pas du tout ça. Par toutes nos miasmes, par toutes nos pensées négatives, par toutes nos violences, nos colères, effectivement, nous avons actuellement, l'humanité a un potentiel détestable au niveau du futur. On sent bien qu'il y a des choses qui secouent, mais justement, c'est bien là que si chacun d'entre nous se cale, et vous allez voir, et ça j'ai de nombreuses expériences, parce qu'on travaille avec un groupe actuellement sur ces problèmes-là, et je puis vous dire que les résultats sont absolument époustouflants. Bon, au début, vous n'y croyez pas. Au début, vous dites, bon, ça c'est une vue de l'esprit, etc. Mais petit à petit, si vous accrochez les choses, si vous faites tous les soirs, vous vous approchez dans ce sommeil, comme étant une espèce de voyage et d'exploration pour une régénération de vous-même, et que vous remettez tout à l'univers, et que, en fait, votre partie lumineuse, c'est-à-dire tout simplement partie quantique, on le découvre ça maintenant. J'en ai parlé l'autre jour avec des scientifiques, ils comprennent parfaitement ça, mais ils disent jamais on pourra écrire une histoire pareille. Ils se font éjecter, couper les crédits, et c'est terminé, leur carrière. Mais ils y pensent.
mais ils ne peuvent rien dire. Hein, comme je disais, on a un pouvoir immense. Ce pouvoir, on l'a perdu. Pourquoi? Parce qu'on ne nous l'a jamais appris. On ne nous a jamais appris notre beauté intérieure, on ne nous a jamais appris qu'on avait cette capacité d'exprimer le beau, l'harmonie, et aussi, bien sûr, l'amour des choses. Ça, c'est une espèce d'être en état d'affection avec tout le monde. Mais ça ne veut pas dire de recevoir des gifles et ne rien dire. Vous pouvez être en état, si je peux dire, d'affection ou d'amourose avec votre pire ennemi. Seulement, ce qui se passera, vous n'aurez aucune colère contre lui, vous n'aurez aucun jugement ni critique sur qui que ce soit et avec qui que ce soit, et à ce moment-là, vous entrez effectivement dans un phénomène qui est bien connu et que vous connaissez les anciens, à savoir que, effectivement, vous allez fabriquer des potentiels futurs qui vont être bénéfiques et que tôt ou tard vous retrouverez. Et à ce moment-là, vous enclenchez en boucle un système qui va se réalimenter de lui-même si vous persistez et si vous maintenez effectivement cette capacité de pouvoir effectivement de travailler sur ces choses-là. Ça ne veut pas dire d'être faible vis-à-vis des autres. Ça ne veut pas dire aussi, effectivement, si je reçois un coup dans la figure, je ne vais pas répondre. Mais si vous répondez avec bienveillance et avec gentillesse, même en lui foutant un coup dans la figure, en disant « je m'excuse, mais je te le renvoie parce que tu m'en as envoyé un », c'est tout. Mais vous exorcisez la colère. Tout le système émotionnel humain actuellement est exacerbé au maximum. Vous comprenez? On est toujours dans des drames, des pleurs, des confrontations, des égos qui fonctionnent au maximum. Actuellement, il faut savoir que si on parle de nos chakras, je sais si ce sont des roues qui tournent. Hein, c'est connu, on les a photographiés. Hein, j'ai connu un médecin qui avait photographié les chakras en couleur. C'est incroyable, il m'a montré ça. Eh bien, à savoir qu'actuellement, la majorité de l'humanité fonctionne avec les 3 chakras du bas, mais absolument pas ceux du haut, c'est-à-dire celui de l'émotion, hein, de l'avoir, du pouvoir et du sexe. Voilà, ça fonctionne comme ça. Bon, comprenez que à partir du moment où vous allez pouvoir vous reconnecter effectivement à votre transcendance, comme je dis, et l'eau, c'est un moyen merveilleux de le faire. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des régénérations physiques, tôt ou tard. Vous avez une capacité, je dirais, possibilité d'agir sur votre ADN. Ça, on le démontre de plus en plus actuellement. Et cette accélération du temps qu'il y a actuellement, qui est due à ce recalage des moteurs du temps, qui est extrêmement rapide, et ça, effectivement, il va falloir être sans arrêt vigilant avec tout ça, eh bien, c'est 25 920 ans qui se terminent. C'est la première fois que l'humanité connue, telle que nous la connaissons, assiste à cette fin de temps. Et ce n'est pas la fin du monde. C'est là, justement, où les temps se compressent et les moteurs du temps ouvrent des possibilités énormes. Nous sommes tous voyants maintenant. Nous avons tous cette possibilité d'aller dans le futur pour les lire, pour nous-mêmes ou pour les autres, mais surtout pas pour les autres. Ça, c'est leur problème. N'allez jamais prédire quoi que ce soit à d'autres personnes. Vous en prendriez le potentiel et la responsabilité. Donc, sachez avant tout, si vous voulez, d'être en résonance avec cet univers, calé précisément sur ces beautés que le Créateur nous a laissées, car il nous a laissées, je dirais, comme créateur aussi, comme co-créateur de la création. Donc, nous avons tous notre étoile quelque part, et bien sûr, un jour, vraisemblablement, nous la rejoindrons, mais c'est ça, retrouver l'unité, c'est retrouver effectivement cet autre nous-mêmes, et à ce moment-là, effectivement, il se passe des choses, et ça, je vous laisse le soin de les découvrir, et ce côté-là, vous n'y manquerez pas. Hein. Ça, on est tous sur ce plan-là égaux. Donc, c'est se réapproprier en quelque sorte notre mort, et surtout cette terreur qu'on peut en avoir. Et par conséquent, cette frontière se dilue progressivement. Et je peux dire, je rends hommage, là encore une fois de plus, à la bioélectronique, puisque ces 2 particules, que ce soit l'électron, que ce soit le photon, sont à la base précisément de tout cela, de tout ce que je viens de vous raconter. Il n'est pas étonnant, si vous voulez, qu'à partir du moment où on pourra mettre en exergue que la santé, c'est une affaire effectivement d'électrons et de photons,
eh bien, croyez-moi qu'on aura fait un gros progrès dans notre science médicale. Hein. Bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer la bioélectronique, vous la connaissez plus ou moins comme moi, mais c'est un cadeau précieux que nous ont laissé, je dirais, en témoignage Louis-Claude Vincent, Jeanne Rousseau et les autres, et que soyez sûrs qu'il faut le diffuser au maximum, et maintenant, si je peux dire, remodeler un peu cette pensée en la faisant progresser précisément vers notre libération totale. Cette libération totale, c'est effectivement de retrouver notre pouvoir et sur notre destin, et que ce ne soit plus du tout des fatalités. Combien de fois nous voyons actuellement les gens gémir, pleurer, ils sont toujours victimes, ils sont toujours victimes d'un bourreau, ils sont toujours victimes de quelque chose qui fait qu'ils sont dans cette assistance permanente et dans l'attente d'un sauveur. Il n'y a pas de sauveur, vous n'êtes pas victime. C'est vous qui provoquez effectivement vos propres bourreaux. C'est vous les propres bourreaux, vous qui attirez les bourreaux. Donc il faut sortir de tout ça, il faut sortir de ce pétrin, il faut sortir de cette peur. La peur, c'est, je crois, oui, et l'ignorance, c'est la plus grande force de misère et de pauvreté dans le monde. Hein. Donc tout ça, il faut diffuser cette lumière, cet éclairage de nous-mêmes. Et ce que je vous raconte, ce n'est pas des théories, ce n'est pas des savants de philosophie, c'est la vie de tous les jours. C'est la vie telle que l'ont vécu Jeanne Rousseau, telle que l'ont vécu Louis-Claude Vincent, des gens qui se sont passionnés, si vous voulez, à la vie, et qui ont démontré que cette vie, eh bien, dans notre monde physique, était tout à fait acceptable, à condition d'en suivre les lois premières, ces lois de la création dont je vous parle. Et là, si le temps, l'explication du temps et du doublement du temps vous paraît un peu obscur, c'est pas grave. Le tout, je vais vous dire, regardez la nature, regardez les animaux. Eux, ils ont des qualités qui leur ont été attribuées d'une façon souveraine, contrairement à nous, parce que nous avons le libre arbitre, c'est nous qui devons le trouver en quelque sorte dans un univers où nous avons la liberté de faire et de construire. L'animal ne l'a pas, mais par contre il est parfait dans ce qu'il fait. Regardez un lion, regardez une gazelle, regardez n'importe quoi, ce sont des êtres qui ont des instincts, comme on dit. Mais l'instinct, c'est la plus grande forme d'intelligence, parce qu'en fait, devant une situation, un événement, ils vont instinctivement, c'est-à-dire rapidement, trouver la solution. Donc aller la chercher dans un futur immédiat et la ramener dans leur présent avant même d'en avoir conscience. Alors que nous, il faut qu'on mentalise, il faut qu'on pense, il faut qu'on trouve une logique, etc. On a le temps de mourir 10 fois. Hein. Alors vous voyez, les réalités sont très différentes. Les réalités d'un lion et d'un homme sont deux choses différentes, mais ne sont pas en opposition. Je raconte toujours cette histoire pour vous faire rire un peu, si vous voulez. Hein. C'est un jour un missionnaire qui se promène dans la jungle, et puis le brave missionnaire, tout d'un coup, au détour d'un chemin, qu'est-ce qu'il voit? Un lion énorme qui le regarde. Alors il est saisi de panique, il se met à genoux, et il dit, Seigneur, faites que cet animal ait des pensées chrétiennes. Bon, alors, déjà, le lion le regarde. Ah, il dit ça, alors c'est pas mal. Le lion se met à genoux et il dit, Seigneur, bénissez ce repas que je vais prendre. Donc, il faut bien comprendre que les réalités sont différentes et nous sommes dans des multiréalités. Notre corps fonctionne sans arrêt dans ces multiréalités. Votre ADN ne fonctionne pas dans le même temps que vous. Quand je parle de la spirale, quand je parle de la double hélice, quand je parle de la galaxie, lorsque je parle du vortex qui fait qu'on peut parfois dynamiser de l'eau, et je crois que demain il y a un appareil qui va nous le montrer, eh bien sachez que ces vortex, c'est le fondement même de l'apparition de la vie. Qu'est-ce qui se passe dans un vortex? N'importe lequel, et ça c'est une découverte relativement récente. Bon, il y a les travaux de Schauberger, je ne vais pas avoir le temps d'exposer tout ça, mais sachez que dernièrement on a compris ce qui se passe dans un vortex, que ce soit dans un torrent, que ce soit que vous qui le fabriquez, à condition qu'il ait une certaine forme, une certaine mesure et une certaine harmonie dans les formes. Eh bien ce vortex, si vous voulez, va tourner d'une façon hyperbolique, si je peux dire, jusqu'à son extrémité, et en fait la vitesse est infinie. Mais qu'est-ce qui se passe là, au fond de ce vortex?
il y a une aspiration d'énergie. C'est une énergie, ce qu'on appelle implosive. C'est-à-dire c'est une énergie qui est indéfinie et infinie. À savoir qu'il y a une fluctuation de l'espace-temps qui se passe à la fin d'un vortex. Et qu'est-ce qui apparaît venant de nulle part? Des électrons. Ça s'appelle l'effet Casimir. Ça a été découvert par un scientifique hollandais, ou je sais pas, hongrois, il y a déjà une dizaine d'années. Bon, on trouvait ça curieux, mais on ne savait pas quoi en faire. En fait, c'est ça. Donc, cette accélération du temps par le vortex provoque effectivement une aspiration d'énergie. C'est comme ça que fonctionnent un certain nombre de choses, si vous voulez. Hein, et c'est un type comme Kozyrev, c'est un russe qui dernièrement a découvert ça. Qu'est-ce qu'il a découvert? En faisant tourner effectivement un vortex avec une pale, si je peux dire, une sorte d'hélice, à une vitesse, je crois que ça tournait à plus de 150 000 tours par seconde, hein, non, minutes, je crois, c'est déjà pas mal. Eh bien, il faut savoir qu'effectivement, il produisait un vortex incroyable et une dégravitation. Donc, la matière était beaucoup moins dense. Et en fait, s'il avait continué à faire tourner ça à une vitesse qu'il considérait comme extrême, et que les pales, supposons tourner à la vitesse de la lumière, il dématérialisait le système. Et il disait qu'il pompait du temps. Donc vous voyez, vous êtes sans arrêt dans les dimensions du temps. Que ce soit votre futur qui est aussi présent que votre passé dans votre présent. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que cette multidimensionnalité, il faut savoir l'utiliser. Vous êtes des explorateurs des ténèbres. Pourtant ça fait peur les ténèbres. Non, c'est rien. C'est vierge de toute création. Mais n'y mettons pas toutes nos saloperies aux poubelles, c'est ce qui se passe actuellement. Par conséquent, effectivement, c'est souvent des forces qui sont extraordinaires et qui pompent notre énergie. Donc si vos futurs vous pompent, c'est que vous en avez des mauvais, par conséquent, rectifiez-la et vous avez la capacité et le libre arbitre de le faire. Mais ça, on ne vous l'a jamais appris. Bien au contraire. Voilà.